Quand ma fille m'a dit de trouver un autre endroit pour mourir, que je n'étais plus d'aucune utilité, j'ai fait mes valises comme la mère obéissante que j'avais toujours été. 3 jours plus tard, j'étais assise dans le bureau d'un avocat, découvrant que mon prétendu mari aimant avait joué la plus longue partie d'échecs de l'histoire. Victoria allait apprendre que parfois, le pion devient reine. Si vous regardez ceci, abonnez-vous et dites-moi d'où vous suivez cette histoire. Laissez-moi vous raconter comment je suis passé de veuve sans abri à la femme qui tient désormais toutes les cartes. Parce que, chérie, cette histoire a plus de rebondissements qu'une usine de bretzel. Il y a 2 mois, j'étais encore Margaret Sullivan, épouse dévouée depuis 43 ans et mère d'une fille spectaculairement ingrate. Quand Robert est mort d'une crise cardiaque à 71 ans, j'ai cru que mon monde s'écroulait. Victoria s'est engouffrée dans mon chagrin comme un vautour en vêtements de créateur, susurrant combien cela devait être difficile pour moi. « Maman, tu ne peux pas gérer seule cette grande maison », disait-elle d'une voix dégoulinante de faux soucis. Les escaliers, l'entretien, tous ces souvenirs. Je n'ai pas vu ou pas voulu voir le calcul derrière son air compatissant. Victoria avait toujours été la préférée de Robert, sa petite princesse incapable de commettre la moindre faute. Quand elle a épousé cette banquier d'investissement, Kevin, et qu'ils ont commencé à avoir des enfants, Robert les a couverts d'attention. Pendant ce temps, je n'étais que la femme qui cuisinait, faisait le ménage et s'assurait que tout tournait rond. Après les funérailles, Victoria est devenue de plus en plus insistante au sujet de ma situation. Elle venait dîner avec Kevin et m'acculait avec des prospectus immobiliers et des brochures de résidence pour retraités. « Maman, ces endroits sont merveilleux. Tu aurais des gens de ton âge, des activités, plus de responsabilités. » Ce qu'il voulait dire, c'était plus d'héritage à partager, plus de mères encombrantes dont il faut s'occuper. Le coup de grâce est tombé mardi dernier. J'habitais encore dans ce que Victoria appelait désormais « notre maison ». Depuis 6 semaines après la mort de Robert, dormant toujours dans la chambre d'amis parce que je n'avais pas la force de vider la nôtre. Victoria est arrivée sans prévenir, avec Kevin et 2 grosses valises. « Maman, nous avons pris une décision. Kevin a eu une promotion et nous devons emménager en ville immédiatement. Cette maison est parfaite pour nous. » Je l'ai regardée sans comprendre. « Aménager? Mais c'est chez moi. » Son masque a glissé un instant, révélant le calcul froid en dessous. « En fait, maman, selon le testament de papa, j'hérite de tout. La maison, les placements, tout. » J'étais sonné. « Victoria, il doit y avoir une erreur. » « Aucune erreur. Papa savait que je prendrais mieux soin de son héritage que toi. Tu n'as jamais rien compris à l'argent ou aux investissements. Tu n'étais que la femme. Que la femme. 43 ans réduits à 3 mots. C'est là qu'elle m'a asséné le coup fatal. « Trouve un autre endroit pour mourir. Tu ne sers plus à rien. » J'ai fait mes bagages dans un état second. 43 ans de mariage compressés dans 2 valises et une petite boîte de photos. Victoria m'observait depuis l'embrasure de la porte, vérifiant sa montre comme si je la mettais en retard. « Il y a une résidence pour seniors très bien sur Maple Street », m'a-t-elle proposé avec l'enthousiasme de quelqu'un recommandant un restaurant. Très abordable. Je suis sûr qu'il y a de la place. Abordable. Ma fille allait hériter de 33 millions de dollars et elle me conseillait d'aller dans ce qui ressemblait à une maison de retraite pour indigents. Kevin a chargé mes valises dans leur BMW avec l'efficacité de quelqu'un se débarrassant d'un déchet. « Margaret, tu vas adorer retrouver ton indépendance », a-t-il dit sans vraiment croiser mon regard. Plus d'entretien, plus de taxes foncières. Ce qu'il voulait dire, c'était plus de maisons. Sur la route, j'ai regardé disparaître dans le rétroviseur ma maison, celle de Robert, celle de Victoria désormais. L'ironie ne m'a pas échappé. J'avais passé 4 décennies à transformer cette maison en foyer, à y fêter les anniversaires de Victoria, à y soigner Robert pendant sa maladie, à maintenir chaque détail qui lui importait. Et voilà qu'on m'amenait dans un motel bon marché comme une invitée indésirable qu'on chasse. Le Sunset Inn était exactement ce qu'on attend d'un endroit facturant 49 $ la nuit. Murs fins, serviettes encore plus fines, et une moquette qui avait connu de meilleures décennies. Victoria m'a tendu 200 $ en liquide, comme on donnerait un pourboire à une femme de chambre. Ça devrait suffire pour quelques jours, le temps que tu t'installes. Kevin transférera un peu d'argent quand on aura réglé les papiers de papa. Un peu d'argent, de mon propre héritage. Après leur départ, je me suis assise sur le matelas affaissé, tentant d'assimiler ce qui venait de se produire. En 3 heures, j'étais passé de veuve en deuil à vieille femme sans domicile. Celle que j'avais élevée, aimée, pour qui j'avais tout sacrifié, venait de me jeter comme une ordonnance périmée. Mais, dans ce silence oppressant de chambre miteuse, une pensée a commencé à me hanter. Robert avait toujours été méticuleux, obsessionnel avec ses papiers. Il m'avait montré son testament des années plus tôt, m'avait expliqué ses volontés, s'assurant que je comprenais bien.
et j'étais absolument certaine que ce n'était pas ce qui était écrit. Robert avait beaucoup de défauts. Traditionnel, parfois borné, condescendant quand il s'agissait d'argent, mais jamais cruel. L'homme qui m'avait tenu la main à la mort de ma mère, qui m'apportait des fleurs à chaque anniversaire, n'aurait pas pu me laisser sans rien. Le lendemain matin, j'ai utilisé le Wi-Fi du motel pour chercher l'avocat de Robert, Harrison Fitzgerald, le même qui nous avait aidés à acheter la maison et à gérer diverses affaires. Son bureau se trouvait au centre-ville, à 20 minutes de bus. Un trajet qui m'a coûté une part précieuse de ce qu'il me restait, mais c'était nécessaire. Harrison Fitzgerald était un homme distingué dans la soixantaine avancée, avec des yeux bienveillants derrière des lunettes cerclées de métal. Quand sa secrétaire a annoncé que Madame Sullivan venait au sujet de la succession de son mari, il a paru sincèrement surpris. « Margaret, ma chère, je me demandais quand vous viendriez. J'ai essayé de vous appeler plusieurs fois, mais Victoria m'a dit que vous étiez en voyage. En voyage. Voilà ce que ma fille lui avait dit. Monsieur Fitzgerald, j'ai besoin de vous parler du testament de Robert. » Il a eu l'air interloqué. « Bien sûr. Victoria ne vous a pas donné votre copie? Je lui ai remis l'original et plusieurs copies après la lecture. » Mon estomac s'est noué. « La lecture? Margaret, vous étiez censée y assister. Victoria m'a dit que vous étiez trop bouleversée, qu'elle s'occuperait de tout et veillerait à ce que vous receviez votre part. » Le sang m'a quitté le visage. « Monsieur Fitzgerald, je n'ai jamais été informé d'une lecture. Victoria m'a dit qu'elle héritait de tout. » Son expression est passée de la perplexité à l'alarme. Il a attrapé un dossier épais, ses gestes soudain pressés. « Margaret, c'est impossible. Le testament de votre mari est très précis. » Il a sorti un document que j'ai aussitôt reconnu, la signature nette de Robert en bas, dûment attestée et notariée. Mais en entendant Harrison lire, j'ai compris que Victoria avait tout inventé. Moi, Robert James Sullivan, étant sain d'esprit et de corps, lègue à mon épouse bien-aimée, Margaret Ann Sullivan, ce qui suit. Notre résidence principale au 847 Oakwood Drive, avec tous les meubles et effets personnels. De plus, je lui lègue 70% de tous mes actifs financiers, placements et comptes, pour un total d'environ 23 millions de dollars. Ma tête s'est mise à tourner. 23 millions. La maison. 70% de tout. À ma fille, Victoria Sullivan Hayes, je lègue 10 millions de dollars placés en fiducie avec des versements débutant à son 45e anniversaire, à condition qu'elle traite sa mère avec respect et dignité après ma mort. Robert avait su. Il avait su exactement ce que Victoria tenterait de faire. « Monsieur Fitzgerald, ai-je murmuré, Victoria m'a dit que je n'héritais de rien. Elle a emménagé dans ma maison. Elle m'a donné 200 dollars et conseillé d'aller dans une résidence pour personnes âgées. » Le visage de l'avocat s'est empourpré de colère. « Margaret, ce que Victoria a fait s'appelle de la maltraitance envers une personne âgée et de la fraude. Elle a commis plusieurs crimes, mais elle m'a montré des papiers, des faux sans doute, ou une version ancienne du testament. Votre mari l'a modifié 6 mois avant sa mort, justement parce qu'il craignait l'attitude de Victoria face à l'argent et son sentiment d'être tout-puissant. La pièce s'est mise à tourner autour de moi. Tous ces moments où Victoria m'avait ignoré, interrompu au repas, levé les yeux au ciel quand j'essayais de donner mon avis sur leurs vacances luxueuses ou les affaires de Kevin. Robert avait observé, analysé et agi. « Il y a encore autre chose, Margaret, » ajouta Harrison. « Le testament prévoit que si Victoria ne vous traite pas avec respect et dignité après ma mort, l'intégralité des 10 millions vous revient. » J'étais pétrifié. « Vous êtes en train de dire... »« Je suis en train de dire que votre fille vient de se priver elle-même de 10 millions. Son héritage vous revient désormais. Vous n'héritez pas de 23 millions, Margaret, mais de 33 millions, plus la maison et tous les biens. » L'ironie était si parfaite que j'en ai presque ri. Victoria, si pressée de s'emparer de son héritage, avait déclenché la clause prévue pour me protéger de sa cupidité. « Que dois-je faire maintenant ?» ai-je demandé d'une voix tremblante. Harrison a souri, et pour la première fois depuis la mort de Robert, j'ai vu de la chaleur sincère dans un regard. « Maintenant, ma chère, nous appelons la police pour fraude. Et ensuite, nous appelons Victoria pour lui annoncer qu'elle est sur le point de recevoir le choc de sa vie. Peut-elle contester cela? Avec quel argent? Elle va découvrir que chaque compte qu'elle croyait contrôler vous appartient en réalité. Tous les investissements, chaque compte bancaire, chaque actif, sauf la maison, sont gelés en attendant l'enquête. Je pensais à Victoria, dans ma maison, sans doute déjà en train de planifier des rénovations, choisissant de nouveaux meubles avec l'argent qu'elle croyait être le sien. Kevin, de son côté, calculait sûrement comment cet héritage gonflerait son portefeuille d'investissement. Il n'avait aucune idée que dans environ 6 heures, leur monde allait imploser. Le bureau de Fitzgerald s'est transformé en centre de commandement de ce qu'il a baptisé joyeusement « Opération Justice ».
Il a contacté la police, les banques et un détective privé, tandis que je restais assise dans son fauteuil de cuir, encore sous le choc de l'ampleur de la tromperie de Victoria. Ces faux documents sont très sophistiqués, a expliqué l'inspectrice Rodriguez en examinant le faux testament. Ce n'est pas un crime improvisé, c'était planifié. Vous pensez que Victoria a eu de l'aide? Ai-je demandé. Presque certainement. Fabriquer de fausses pièces juridiques convaincantes exige des compétences et des contacts. Nous devrons enquêter pour savoir si Kevin ou quelqu'un de son réseau financier était impliqué. En moins de 2 heures, tous les comptes étaient gelés. Les cartes de crédit de Victoria, liées à ce qu'elle croyait être son nouvel héritage, ont été refusées. Les factures de la maison, déjà transférées à son nom, ont été suspendues en attendant vérification. Mon téléphone a sonné à exactement 15h47. Le nom de Victoria s'est affiché. « Maman, où es-tu? Il y a une erreur avec les comptes. La banque dit que les actifs de papa sont gelés. »« Bonjour Victoria. Je suis assise dans le bureau d'Harrison Fitzgerald. Tu te souviens de lui? L'avocat de papa, celui qui a lu le vrai testament devant une salle vide, pendant que tu lui disais que j'étais en voyage. » Silence. « Maman, je ne sais pas ce que tu crois avoir découvert, mais moi j'ai découvert que tu n'étais qu'une menteuse et une voleuse, ma chère. J'ai aussi découvert que ton père était bien plus intelligent que nous ne l'avions jamais imaginé. Tu ne comprends pas. Je te protégeais de la complexité qu'implique la gestion d'une telle fortune. Je comprends parfaitement. Tu as falsifié des documents officiels, commis une fraude, et jeté ta mère de 67 ans à la rue parce que tu pensais que j'étais trop idiote pour m'en rendre compte. Sa voix devint tranchante, désespérée. « Maman, tu es perdue. Le chagrin est écrasant et quelqu'un profite évidemment de ton état émotionnel. Quelle audace! Même prise la main dans le sac, Victoria tentait encore de me manipuler. Victoria, ma chère, permets-moi d'éclaircir un point. Non seulement tu n'as jamais rien hérité, mais ton véritable héritage, les 10 millions que ton père t'avait laissés, m'appartient désormais, grâce à une charmante clause qu'il avait ajoutée concernant le respect et la dignité dont tu devais me témoigner. C'est impossible. L'inspectrice Rodriguez est assise juste ici si tu veux discuter de l'impossibilité des accusations de fraude avec elle. » Un silence lourd tomba au bout du fil. Je pouvais presque entendre l'esprit de Victoria tourner à toute vitesse, cherchant une échappatoire. « Maman, s'il te plaît, retrouvons-nous quelque part pour en parler calmement. Je suis sûr que nous pouvons trouver une solution. »« Oh, nous allons nous retrouver bientôt. »« Où ça? »« Au tribunal, lors de ta mise en accusation. » « Tu n'oserais pas porter plainte contre ta propre fille. » Un froid définitif cristallisa dans ma poitrine. « Regarde-moi bien. » Je raccrochais et levai les yeux vers Harrison, qui rayonnait d'approbation. Combien de temps avant son arrestation? L'inspectrice Rodriguez a déjà de quoi lancer un mandat. Ils l'arrêteront ce soir. Et Kevin? Ses relevés financiers sont en cours de réquisition. S'il a participé à la falsification des documents, il sera inculpé lui aussi. Mon téléphone vibra. Un message de Victoria. « Maman, je t'en prie, ne fais pas ça. Pense aux petits-enfants. » Je montrai le message à l'inspectrice, qui esquissa un sourire amer. Manipulation émotionnelle, typique dans ce genre de crime. Je répondis, « Je pense à eux. Ils méritent de voir ce qui arrive quand on vole sa propre famille. » 20 minutes plus tard, Kevin appela. « Margaret, nous pouvons sûrement régler cela en privé. Victoria a commis de mauvais choix, mais impliquer la police me paraît excessif. Kevin, as-tu aidé à falsifier ces documents? » Ce n'est pas. Margaret, tu dois comprendre la pression qu'elle subissait. Elle s'inquiétait de ton état mental, de ta capacité à gérer de grosses sommes. Donc c'est un oui. Ce n'était pas par méchanceté. Elle croyait sincèrement te protéger. En me mettant dehors et en me disant de trouver un endroit pour mourir, Kevin resta silencieux. « Kevin, voici ce qui va se passer. Vous allez tous les deux être arrêtés. Vous allez tous les deux faire face à des accusations de fraude fédérale. Et moi, je vais m'asseoir dans ma maison, et regarder tout cela se dérouler. Margaret, je t'en supplie. Sois raisonnable. J'ai été raisonnable pendant 43 ans, et ça ne m'a rien apporté. » La police arrêta Victoria à 20h30, alors qu'elle dînait au Bernardin, apparemment en train de célébrer son héritage avec Kevin et un autre couple. D'après l'inspectrice Rodriguez, elle hurla à l'arrestation arbitraire et exigea d'appeler son avocat, qui n'était autre qu'un ami de golf de Kevin, totalement inexpérimenté en droit pénal. Kevin fut arrêté le lendemain matin à son bureau. L'expert comptable judiciaire avait remonté les documents falsifiés jusqu'à une imprimerie que son entreprise utilisait pour créer de faux prospectus d'investissement. Mon gendre semblait donc avoir un passé criminel bien fourni que Victoria ignorait, ou préférait ignorer. Je passais ma première nuit depuis 43 ans dans ma maison, dormant enfin dans la chambre principale. Victoria y avait déjà installé ses affaires, remplaçant l'ordre méticuleux de Robert par son chaos de vêtements de luxe et de cosmétiques hors de prix.
Je mis tout dans des sacs poubelles et les déposai sur le perron, qu'elle les récupère en sortant sous caution. La maison me semblait différente désormais. Pas parce que Robert n'était plus là, mais parce que je la voyais enfin comme la mienne. Pendant des décennies, je l'avais entretenue comme un sanctuaire pour Robert, façonné selon ses goûts, ses besoins, sa vision. Et à présent, je réalisais combien peu de moi-même avait existé dans ces murs. Cela allait changer. Harrison m'appela à midi avec des nouvelles. La caution de Victoria est fixée à 50 000 $. Ses comptes étant gelés, elle devra trouver quelqu'un pour la payer. Et Kevin, 200 000. Le juge n'a pas été impressionné par son passé en matière de crimes financiers. Savais-tu qu'il faisait déjà l'objet d'une enquête pour fraude boursière? Je n'en savais rien. Mais après tout, on m'avait toujours tenu à l'écart des discussions financières familiales. Victoria et Kevin me parlaient comme à une enfant, simplifiant tout ce qu'ils croyaient trop complexe pour moi. Ils allaient découvrir à quel point je comprenais réellement. Harrison, je veux faire des changements dans la maison. Victoria avait déjà prévu des entrepreneurs pour rénover. J'aimerais reprendre certains de ses projets, mais à ma manière. Excellente idée. C'est ta maison, Margaret. Fais ce qui te rend heureuse. Ce qui me rendait heureuse, je le compris, c'était de déconstruire chaque certitude de Victoria. Elle voulait transformer la cuisine, changer les parquets et convertir le bureau de Robert en cave à vin. Moi, j'allais en faire un atelier d'art et transformer sa future cave en bibliothèque. Le téléphone sonna. Numéro inconnu. Madame Sullivan? Ici Janet Cooper de Channel 7 News. Nous avons appris que vous êtes victime d'une importante fraude familiale. Accepteriez-vous de partager votre histoire? La rumeur se propageait. Dans une ville de cette taille, l'arrestation d'un banquier influent et de son épouse pour avoir dépouillé sa belle-mère âgée faisait la une. Madame Cooper, je comprends votre intérêt, mais je ne suis pas prête à parler publiquement. Votre témoignage pourrait aider d'autres personnes âgées à reconnaître les signes d'un abus financier familial. Elle marquait un point. Combien de femmes de mon âge étaient manipulées par des enfants adultes les considérant comme des obstacles à l'héritage? Si je raconte mon histoire, garderai-je un droit de regard sur la manière dont elle sera présentée? Absolument. Vous pourriez approuver le montage final. Je pensais à Victoria, sans doute assise dans une cellule, convaincue encore que tout cela n'était un malentendu, qu'elle pourrait balayer d'un sourire. Laissez-moi réfléchir, Madame Cooper. J'ai peut-être effectivement une histoire à raconter. Je raccrochais, versais un verre du vin coûteux que Kevin nous avait offert à Noël, du vin que je buvais désormais dans ma propre maison, acheté avec mon propre argent, et songeais à la possibilité d'humilier publiquement ma fille à la télévision. La vie avait pris un tournant inattendu. Le lendemain matin, à 7 heures pile, la sonnette retentit. Victoria était sur mon perron, encore vêtue des habits de la veille, l'air d'avoir vieilli de 5 ans en une nuit. Elle avait trouvé un moyen de payer sa caution. J'ouvris la porte sans l'inviter à entrer. « Maman, s'il te plaît, il faut qu'on parle. Nous avons parlé hier. Tu m'as dit d'aller mourir ailleurs. Moi, j'ai trouvé un endroit pour vivre. » Ses yeux étaient rougis, son masque de perfection complètement brisé. J'ai fait des erreurs terribles. Mais je reste ta fille. Vraiment? Parce que les filles ne falsifient généralement pas des documents légaux pour voler l'héritage de leur mère. Je ne volais pas, j'étais. Elle s'arrêta, incapable de trouver une excuse qui ne sonne pas criminelle. Tu étais quoi, Victoria? J'essayais de te protéger de mauvaises décisions financières. Tu n'as jamais géré de grosses sommes d'argent. Même arrêtée pour fraude, elle refusait d'admettre la vérité. Victoria, laisse-moi partager quelque chose que ton père m'a confié 6 mois avant sa mort. Il me disait qu'il s'inquiétait de ton sentiment d'avoir droit à tout, de ton rapport à l'argent et de la façon dont tu traitais les gens que tu croyais inférieurs à toi. Son visage pâlit. Papa n'a jamais dit ça. Il m'a dit que tu lui rappelais sa sœur Eleanor, belle, charmante et totalement incapable de penser à autre chose qu'à toi-même. Il m'a confié avoir modifié son testament précisément parce qu'il craignait ce que tu me ferais si tu avais le contrôle. C'est un mensonge. Je sortis mon téléphone. En réalité, non. Il a laissé un enregistrement vidéo expliquant sa décision. À utiliser si jamais tu contestais le testament ou si tu me manquais de respect après sa mort. Victoria recula comme si le téléphone était un serpent venimeux. Il savait, ma chère, il savait exactement qui tu étais derrière tout ce charme. La seule chose qu'il n'avait pas prévue, c'est jusqu'où tu irais. Fais-le jouer, murmura-t-elle. J'appuyai sur l'écran. La voix de Robert s'éleva claire, mesurée, implacable. Si tu entends ceci, Victoria, c'est que mes craintes se sont confirmées. J'espérais avoir tort. J'espérais que ma fille avait plus d'intégrité que je ne le croyais. Mais si Margaret fait jouer ce message, cela signifie que tu m'as prouvé le contraire de la pire façon qui soit. Victoria s'effondra sur les marches du perron. J'ai passé 43 ans à regarder ta mère sacrifier ses rêves, ses ambitions, son indépendance pour s'occuper de notre famille.
Elle a travaillé à temps partiel pour financer tes études pendant que je bâtissais mon entreprise. Elle a mis de côté son éducation, renoncé à des opportunités et consacré sa vie à être l'épouse et la mère que nous attendions. Chaque mot tranchait les illusions de Victoria comme un scalpel. En traitant ta mère ainsi, tu viens de tout perdre. J'espère que cela en valait la peine. Quand l'enregistrement prit fin, Victoria pleurait. Pas de ces larmes jolies et calculées qu'elle utilisait depuis l'enfance, mais de vrais sanglots brisés. « Il me détestait », chuchota-t-elle. « Non, Victoria, il t'aimait assez pour espérer que tu lui donnerais tort. Tu as choisi de lui donner raison. Et maintenant ?» demanda-t-elle, le visage ravagé. « Maintenant, tu assumes les conséquences. Les accusations, l'enquête, l'humiliation publique quand l'affaire sera médiatisée. Les médias ? Channel 7 veut m'interviewer sur les abus financiers envers les personnes âgées. Maman, je t'en prie. Pense à ce que cela fera aux enfants, à la carrière de Kevin, à notre famille. J'y pense, justement. J'y pense en me souvenant que tu n'as pris en compte aucune de ces choses quand tu as décidé de commettre plusieurs crimes. » Elle se redressa lentement, plus vieille, plus vaincue que je ne l'avais jamais vue. « Je sais que tu ne me croiras pas, mais je n'avais pas prévu que ça irait si loin. Je voulais l'argent, la sécurité, le statut, ne plus jamais m'inquiéter de rien. » Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, Victoria disait enfin la vérité. « Je te crois, ma chère, mais vouloir quelque chose ne justifie pas de détruire les autres pour l'obtenir. Que puis-je faire pour réparer ça? Tu peux commencer par admettre que c'était mal. Pas compliqué. Pas pour me protéger. Mal. C'était mal. Totalement, impardonnablement mal. Et ensuite, tu affrontes les conséquences avec un minimum de dignité, au lieu d'essayer de manipuler tout le monde. » Victoria me fixa longuement, comme si elle voyait pour la première fois non plus la mère docile qu'elle avait toujours connue, mais la femme qui venait de la surpasser complètement. « Je l'ai mérité, pas vrai? » »« Oui, Victoria, tu l'as absolument mérité. » 3 jours après la confession de Victoria sur son perron, la mère de Kevin se présenta à ma porte. Eleanor Hayes était exactement ce à quoi je m'attendais. Parfaitement coiffée, couverte de bijoux, et dégageant cette assurance arrogante qui ne peut naître que de 3 générations de fortune héritée. « Margaret, nous devons discuter de cette situation. » Calmement. Je l'invitai à entrer, curieuse de découvrir quelle version de la réalité la famille Hayes avait inventée pour justifier les accusations criminelles visant leur fils. Eleanor s'installa dans mon salon comme si elle m'accordait une audience. Kevin a fait de mauvais choix, évidemment. Mais le poursuivre en justice me semble plutôt vindicatif, vous ne trouvez pas? Vindictif. Son fils avait contribué à me voler mon héritage et m'avait jeté hors de ma propre maison. Kevin suivait simplement l'influence de Victoria. Il ne comprenait pas toute la situation, ajouta-t-elle. Elle osait en fait accuser ma fille des crimes commis par son fils. J'étais forcé d'admirer une telle audace. Madame Hayes, votre fils a créé de faux documents juridiques. Ce n'est pas suivre quelqu'un. C'est un complot pour commettre une fraude. L'avocat de Kevin pense que nous pouvons trouver un accord qui arrange tout le monde. Vous récupérez votre maison, Victoria a subi des conséquences appropriées, et Kevin évite le scandale d'un procès. Des conséquences appropriées, comme si les crimes de Victoria n'étaient qu'un simple manquement à l'étiquette. Quel genre d'accord? Eleanor esquissa un sourire persuadée d'avoir trouvé une ouverture. La famille de Kevin est prête à vous dédommager pour votre désagrément. Disons, 2 millions de dollars, en échange de l'abandon des charges contre Kevin. 2 millions. Pour pardonner l'homme qui m'avait aidé à voler 33 millions. Madame Hayes, votre fils a participé à un plan qui m'a coûté tout ce que je possédais. Vous croyez que 2 millions compensent cela? Margaret, soyez réaliste. Kevin a une carrière, des enfants, une réputation à préserver. L'envoyer en prison ne sert à personne. Cela sert à la justice. Le masque élégant d'Eleanor se fissura légèrement. La justice? Vous détruisez plusieurs familles à cause d'argent que vous n'auriez jamais su gérer de toute façon. Voilà. La même condescendance qui avait empoisonné ma relation avec Victoria. Dans leur monde, je n'étais qu'une domestique qui avait osé s'élever. Madame Hayes, je crois que nous en avons terminé. Margaret, réfléchissez encore. 5 millions. Offre finale. 5 millions pour libérer Kevin. La somme était vertigineuse, mais le principe était non négociable. Ma réponse est non. Eleanor se leva, retrouvant toute sa contenance. Très bien. Mais vous devriez savoir que l'équipe juridique de Kevin a trouvé des informations intéressantes sur les affaires de votre mari. Ce serait regrettable que cela soit révélé au grand jour pendant le procès. La menace était limpide, mais je n'éprouvais aucune peur, seulement de la curiosité. Quel genre d'informations? Du genre à vous faire reconsidérer qui est le véritable criminel dans cette histoire. Après son départ, j'appelai immédiatement Harrison. Margaret, quoi qu'ils pensent avoir découvert, cela ne change rien au crime de Victoria et Kevin. Mais cela peut-il affecter l'affaire? Potentiellement.
S'ils sèment assez de doutes en entachant le caractère ou les affaires de Robert, cela pourrait influencer un jury. Je pensais à Robert, à notre mariage, à tous les secrets qui pouvaient sommeiller dans 43 années de vie commune. Harrison, je veux savoir absolument tout sur les affaires de Robert. Chaque contrat, chaque partenariat, chaque irrégularité possible. Margaret, êtes-vous certaine? Parfois, le passé vaut mieux rester enfoui. La famille Hayes menace de traîner la mémoire de Robert dans la boue pour protéger leur fils criminel. Je préfère connaître la vérité avant eux. Ce soir-là, je m'installais dans le bureau de Robert, désormais mon bureau, et commençais à examiner ses dossiers méthodiquement. Tout était soigneusement classé, daté, organisé. Mais plus je m'enfonçais dans ses archives, plus je trouvais des choses étranges. Des paiements vers des sociétés écrans, des honoraires de conseil exorbitants, des partenariats avec des entreprises qui semblaient n'exister que sur le papier. À minuit, j'avais découvert quelque chose qui bouleversait tout ce que je croyais savoir sur mon mari. La détective privée que m'avait recommandée Harrison s'appelait Carol Chen. Spécialiste des crimes financiers, elle passa 6 heures dans le bureau de Robert, photographiant les documents et dressant ce qu'elle appelait le véritable portrait de l'empire de votre mari, Madame Sullivan. Votre mari dirigeait une opération sophistiquée de blanchiment d'argent à travers sa société de conseil. On parle de millions de dollars de transactions illégales au cours de la dernière décennie. La révélation me frappa comme un coup physique. C'est impossible. Robert était l'homme le plus honnête que je connaissais. Je suis désolé, mais les preuves sont accablantes. Il blanchissait de l'argent pour des familles du crime organisé en utilisant sa société comme façade. Je contemplais les documents éparpillés sur son bureau, factures pour des services jamais rendus, contrats de conseil avec des sociétés inexistantes, planning de paiement correspondant à des activités criminelles connues. Depuis combien de temps cela dure-t-il? D'après ces dossiers, au moins 12 ans, probablement plus. 12 ans. Pendant que j'organisais des dîners mondains et des galas de charité, mon mari soutenait des entreprises criminelles. Madame Sullivan, il y a autre chose. Quoi donc? Les 10 millions de dollars que Robert a laissés à Victoria, cet argent provient directement de fonds blanchis. Si le FBI l'apprend, ils saisiront tout comme produit d'activité criminelle. La pièce se mit à tourner autour de moi. Tout. La maison, les investissements, absolument tout. À moins quoi? Carole parut mal à l'aise. À moins que l'équipe juridique de Victoria et Kevin ne soit déjà au courant et ne compte utiliser cette vérité comme levier. S'ils dénoncent les crimes de ton mari au FBI, ils pourraient négocier une immunité en échange de leur coopération. Ma fille et son mari n'étaient pas seulement des voleurs. Ils tenaient une véritable arme nucléaire au-dessus de ma tête. Quelles étaient mes options? Juridiquement, je pouvais moi-même contacter le FBI, me présenter volontairement et espérer une certaine clémence. J'allais perdre la majorité de l'argent, mais je pourrais peut-être garder la maison. Et si je ne le faisais pas? Les avocats de Victoria et Kevin finiraient sans doute par divulguer ces informations au moment le plus stratégique. Dans tous les cas, j'allais tout perdre. Mais en plus, je risquais d'être poursuivi pour avoir profité, même sans le savoir, d'activités criminelles. Je repensais au sourire suffisant d'Eleanor Hayes, à sa certitude que j'allais accepter leur proposition de règlement. Ils savaient depuis toujours que Robert était un criminel. Carole, comment ont-ils découvert ça? Kevin est banquier d'investissement. Il a dû reconnaître les schémas dans les comptes financiers de ton mari. La vraie question est, que compte-t-il faire de cette information? Mon téléphone sonna. Victoria, maman, faut qu'on se voie ce soir. Il y a des choses que tu dois apprendre sur papa, des choses qui changent tout. Je sais déjà, Victoria. Silence. Puis, tu sais quoi? Je sais pour le blanchiment d'argent. Je sais pour ses relations avec le crime organisé. Je sais que tout ce que ton père nous a laissé est entaché. Maman, écoute-moi bien. Les avocats de Kevin sont déjà en contact avec le FBI. Ils sont prêts à renégocier la situation. Quel genre de renégociation? Kevin obtient l'immunité en échange d'informations sur le réseau criminel de papa. Toi, tu gardes 5 millions de dollars et la maison. Le reste va au gouvernement. Et moi, mes accusations disparaissent. On s'en sort tous. C'était brillant, dans un sens sociopathe. Victoria avait transformé ma victoire morale en avantage stratégique. Victoria, tu me demandes de t'aider à profiter de tes crimes en exploitant ceux de ton père. Je te demande d'être réaliste. L'alternative, c'est tout perdre et peut-être finir inculpé. Je regardais autour de moi, dans le bureau de Robert, que je voyais vraiment pour la première fois. Les meubles hors de prix, les livres rares, la collection d'art, tout avait été acheté avec de l'argent sale. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Maman, la réunion avec le FBI est demain matin.
L'avocat de Kevin a besoin d'une réponse ce soir. Après avoir raccroché, je restais assise dans l'obscurité du bureau, entourée de toutes les preuves de la double vie de Robert. 43 années de mariage avec un étranger, et une fille qui avait hérité bien plus que son argent. Elle avait hérité de son talent pour la tromperie. Mais elle avait commis une erreur cruciale. Elle avait sous-estimé qui j'étais quand je n'avais plus rien à perdre. Je pris le téléphone et composai le numéro de Carol Chen. « Carol, à quelle vitesse peux-tu m'obtenir un rendez-vous avec le FBI? J'ai une histoire à leur raconter et je pense qu'ils vont la trouver très intéressante. » L'agente du FBI, Sarah Martinez, ressemblait exactement à ce qu'on imagine d'une enquêtrice fédérale. Sérieuse, intelligente et totalement imperméable au charme. Assise en face de moi, dans la salle de conférence de Harrison, elle enregistrait notre conversation tout en prenant des notes avec une précision mécanique. « Madame Sullivan, vous comprenez qu'en vous présentant volontairement, vous admettez peut-être avoir bénéficié d'argent criminel? Je comprends. Mais je préfère vous dire la vérité, plutôt que de laisser ma fille et son mari manipuler la situation à leur avantage. Je déballais tout. Les affaires cachées de Robert, les escroqueries de Victoria, les faux de Kevin et leurs tentatives d'extorsion déguisées en offres de règlement. Votre fille pense pouvoir échanger des informations sur les crimes de votre mari contre l'immunité concernant ses propres délits? Exactement. Et elle croit que je vais coopérer parce qu'elle pense que j'ai peur de tout perdre. Pour la première fois, l'agente Martinez esquissa un sourire. « Avez-vous peur, Madame Sullivan? Il y a 2 semaines, j'étais une veuve éplorée, dormant dans un motel bon marché. Aujourd'hui, je viens volontairement confesser aux fédéraux l'existence de l'empire criminel de mon mari défunt. La peur n'est plus mon émotion principale. Et qu'est-ce qu'il est? La colère. Une colère pure, cristallisée, d'avoir été manipulée pendant des décennies par des gens qui m'ont toujours sous-estimé. » Son sourire s'élargit. « Madame Sullivan, seriez-vous prête à porter un micro? » 3 heures plus tard, j'étais assise dans mon salon, un dispositif d'enregistrement collé contre ma poitrine, attendant l'arrivée de Victoria et Kevin pour ce qu'ils croyaient être une réunion de reddition. Ils frappèrent à 20 heures précises, habillés comme pour un dîner d'affaires. Kevin portait une mallette qui devait contenir les accords d'immunité et les papiers du règlement. « Maman, tu as meilleure mine que depuis des semaines, » dit Victoria en m'embrassant comme si de rien n'était. « Je me sens mieux. » La clarté a cet effet-là. Kevin ouvrit sa mallette avec l'efficacité de quelqu'un habitué à ce genre de négociation. « Margaret, nos avocats ont structuré cela très favorablement pour vous. Vous conservez la maison, 5 millions en actifs propres et une immunité totale pour tout ce qui concerne les activités de Robert. Actifs propres. Voilà une expression intéressante. » Victoria lança à Kevin un regard d'avertissement. « Maman, l'important, c'est que nous soyons tous protégés. Le passé reste enterré et nous allons de l'avant. Et les 33 millions que Robert m'a réellement laissés. Maman, cet argent est entaché. Impossible de le dissocier des crimes de papa. 5 millions, c'est le meilleur scénario possible. Et vous deux, qu'est-ce que vous gagnez là-dedans? » Kevin se pencha en avant, reprenant confiance. « Nous pouvons tourner la page de ce malentendu. Les accusations contre Victoria disparaissent, ma réputation reste intacte et notre famille peut se reconstruire. Un malentendu? Tu appelles encore une fraude criminelle un malentendu? Kevin, explique-moi quelque chose. À quel moment exact as-tu découvert les activités criminelles de Robert? Quand tu as épousé Victoria, savais-tu pour le blanchiment d'argent? Ou bien l'as-tu découvert seulement en prévoyant de voler mon héritage? » Victoria et Kevin échangèrent un regard. « Margaret, je ne pense pas que ce soit pertinent pour notre discussion actuelle. Au contraire, c'est très pertinent. Parce que si tu savais déjà et que tu n'as rien dit, tu es complice. Et si tu ne l'as découvert qu'en commettant tes propres crimes, c'est une malchance incroyable. » Victoria commençait à perdre son sang-froid. « Maman, qu'est-ce que tu insinues? » « J'insinue que vous préparez ça depuis des mois, peut-être des années. Le testament falsifié, la découverte du blanchiment, même les relations de Kevin avec des faussaires, rien de tout cela n'était spontané. C'est ridicule. « Vraiment? » L'agente Martinez trouve ça tout à fait plausible. Le sang quitta leur visage. « L'agente Martinez ?» murmura Kevin. « FBI, elle s'intéresse beaucoup à mon récit d'abus sur personnes âgées, de fraude et d'extorsion, surtout à la partie où vous avez tenté de me faire chanter avec les crimes de mon mari défunt. » Kevin se leva brusquement, attrapa sa mallette. « Margaret, cette conversation est terminée. En réalité, Kevin, elle ne fait que commencer. » L'agente Martinez entra alors dans mon salon, accompagnée de 2 autres agents fédéraux, tandis que Victoria et Kevin restaient figés. La mallette de Kevin fut confisquée immédiatement, ainsi que leur téléphone. « Victoria Sullivan Hayes, Kevin Hayes, vous êtes en état d'arrestation pour complot de fraude électronique, abus sur personne âgée et tentative d'extorsion d'un témoin fédéral. » Victoria me lança un regard d'absolue trahison. « Maman,
Comment as-tu pu faire ça à ta propre famille? De la même façon que tu as pu falsifier des documents et voler mon héritage, ma chérie, sauf que ma méthode est légale. Pendant qu'on leur passait les menottes, Kevin tenta une dernière manœuvre désespérée. Margaret, tu ne comprends pas ce que tu viens de faire. Des gens liés aux affaires de Robert ne vont pas apprécier cette attention fédérale. Tu t'es mise en danger. L'agente Martinez s'interrompit dans la lecture de leurs droits. Monsieur Hayes, êtes-vous en train de menacer un témoin fédéral? Je la préviens simplement de la réalité de sa situation. La réalité, répondit-elle, c'est que vous venez d'ajouter intimidation de témoins à vos chefs d'accusation. Une fois qu'ils furent emmenés, l'agente s'assit de nouveau face à moi. Madame Sullivan, l'avertissement de Kevin n'est peut-être pas totalement vide. Votre mari avait des liens avec des gens dangereux. Dangereux à quel point? La famille criminelle Torino, principalement. Il blanchissait de l'argent à travers des entreprises légitimes depuis des décennies. La société de conseil de votre mari était l'une de leurs opérations les plus efficaces. Le nom ne signifiait rien pour moi, mais l'expression de l'agente m'en a pris plus que ces mots. Vous êtes en train de dire que je suis en danger réel? Potentiellement. Mais il y a autre chose que vous devez savoir sur les activités de votre mari. Elle sortit un épais dossier, preuve de mois d'enquête. Madame Sullivan, votre mari ne se contentait pas de blanchir de l'argent pour la famille Torino. Il était informateur du FBI. Pendant 12 ans, il a fourni des informations sur leurs opérations tout en faisant semblant de faciliter leur blanchiment. Le monde bascula. Robert travaillait pour le FBI sous couverture profonde, enquête à long terme. C'était si sensible que même les bureaux locaux du FBI n'étaient pas informés. Votre mari nous a aidés à monter des dossiers contre plusieurs familles criminelles, et l'argent était bien réel. Le FBI lui permettait de garder un pourcentage des fonds blanchis comme paiement, et pour maintenir sa couverture. Tout ce qu'il vous a laissé a donc été acquis dans le cadre d'une coopération fédérale légitime. Donc les 33 millions sont légalement à moi? Oui. Votre mari est mort avant la fin de l'enquête, mais sa coopération a directement conduit à 47 arrestations et à la saisie de plus de 200 millions d'actifs criminels. Pourquoi personne ne m'a rien dit? Parce que l'enquête était toujours en cours, et parce que nous n'étions pas certains de votre implication. En réalité, la fraude de votre fille et de son mari nous a permis de confirmer votre innocence. Victoria et Kevin ignoraient tout de cette coopération. Ils pensaient vous faire chanter avec des informations qui, en vérité, auraient réhabilité Robert. L'ironie était parfaite, presque poétique. Victoria avait tenté de me voler mon héritage 2 fois. Une fois par fraude, une autre fois par chantage basé sur des informations incomplètes. Et maintenant, agente Martinez? Maintenant, vous récupérez votre argent, votre fille et votre gendre font face à la justice, et vous pouvez enfin choisir quel genre de vie vous voulez bâtir avec cet héritage légitime. Et le danger dont Kevin parlait? La famille Torino sera bien trop occupée avec ses propres problèmes judiciaires. Demain matin, nous exécutons des mandats dans 3 États. Je regardais mon salon autrement. Ce n'était plus le lieu de mon humiliation, mais celui de ma renaissance. Agente Martinez, puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr. Pensez-vous que je suis une mauvaise personne de ressentir de la satisfaction à l'arrestation de Victoria? Elle sourit. Madame Sullivan, à mon avis, vous êtes une femme qui a refusé d'être une victime. Ce n'est pas mal, c'est inspirant. 6 mois plus tard, je me trouvais dans la cuisine de ma maison rénovée, préparant du café pour 2. Le soleil du matin traversait de nouvelles fenêtres qui s'ouvraient enfin correctement, illuminant des plans de travail que j'avais choisis moi-même pour la première fois en 43 ans. Bonjour, Margaret. C'était la docteure Sarah Chen, la sœur de Carol et ma nouvelle conseillère financière, qui apparaissait dans l'encadrement de la porte avec un dossier rempli de rapports d'investissement. Bonjour, Sarah. Prête pour notre revue trimestrielle? Les 6 derniers mois avaient été un tourbillon de procédures judiciaires, d'interviews avec les médias et de transformations personnelles. Victoria et Kevin purgeaient chacun une peine fédérale de 18 mois. La couverture médiatique de leurs crimes avait fait de moi une sorte de célébrité dans les cercles de défense des personnes âgées. « Ton portefeuille se porte à merveille », m'annonça Sarah en s'installant à ma nouvelle table de petit déjeuner. La fondation caritative est pleinement opérationnelle et le fonds de bourse a déjà sélectionné ses tout premiers bénéficiaires. La fondation Margaret Sullivan pour la protection des aînés était devenue ma priorité. Grâce à 15 millions de dollars issus de mon héritage, nous financions une aide juridique pour les personnes âgées victimes d'abus financiers familiaux, tout en soutenant des réformes législatives destinées à renforcer les lois de protection des seniors. « Des nouvelles du documentaire ?» demandai-je. « Netflix a confirmé l'accord de production, » répondit Sarah. « Ils veulent commencer le tournage le mois prochain. »
Mon histoire avait captivé les médias bien au-delà des premières couvertures journalistiques. La revanche d'une mère, une série limitée de type American Crime Story, était en cours de développement et les bénéfices devaient être reversés à des associations de défense des aînés. « Et Victoria ?» demandai-je. Le visage de Sarah se fit plus prudent. Elle a écrit de nouveau. Son avocat dit qu'elle souhaite s'excuser et demander ton pardon. Victoria m'avait adressé 17 lettres depuis la prison fédérale. J'avais lu les premières, oscillant entre justification maladroite et désespoir, avant de décider de ne plus les ouvrir. Certaines relations, une fois brisées, ne se réparent pas avec des mots. Sarah, est-ce que ma position a changé à ce sujet? Pas d'après nos précédentes conversations. Mais les gens évoluent, Margaret, même ceux qui ont fait des choix terribles. Je pensais à la femme que j'étais 6 mois plus tôt. En deuil, dépendante, prête à accepter les miettes de dignité que ma famille voulait bien m'accorder. Cette femme-là aurait peut-être ressenti l'obligation de pardonner à Victoria, de reconstruire un lien par culpabilité ou par tradition. Mais cette femme avait disparu. Sarah fixe un rendez-vous avec l'avocat de Victoria. Pour une réconciliation? Non. Pour être clair, je voulais que Victoria comprenne que ses actes avaient eu des conséquences bien au-delà de la justice. Je voulais qu'elle sache qu'elle avait détruit notre relation à jamais, et que ses enfants grandiraient en sachant pourquoi leur mère avait fini en prison. « C'est dur, » répondit Sarah. « Bien, ça doit être dur. » Victoria avait fait des choix d'adulte qui avaient blessé les personnes qu'elle était censée aimer. Elle ne pouvait pas fuir les conséquences émotionnelles simplement parce qu'elle avait écrit quelques lettres de prison. Sarah prit des notes dans son portefeuille en cuir. « Et pour les petits-enfants ?» demanda-t-elle. Victoria a demandé des visites surveillées avec eux. Ma relation avec ces enfants dépendra de leur propre choix. Une fois adultes, pas des efforts de réhabilitation de leur mère. La sonnette retentit. Par la fenêtre, j'aperçus un camion de livraison avec un énorme colis. « Ce doit être le nouveau mobilier pour l'atelier, » dis-je à Sarah. L'atelier d'art avait été mon projet de rénovation préféré. L'ancien bureau de Robert était devenu un espace lumineux et aéré, où je redécouvrais ma passion pour la peinture, une passion que j'avais abandonnée en me mariant et en endossant le rôle d'épouse et de mère dévouée. « Margaret, puis-je te poser une question personnelle ?»« Bien sûr. Regrettes-tu parfois tout ce qui s'est passé? Les peines de prison, l'exposition médiatique, la rupture définitive avec ta famille. » Je pris un instant pour réfléchir, le temps de signer la réception de ma livraison. 6 mois plus tôt, j'étais invisible, une veuve sans argent, sans foyer et sans avenir. Aujourd'hui, j'étais une philanthrope millionnaire, avec une fondation, un contrat de documentaire et une mission qui dépassait largement ma propre survie. Sarah, ma fille a tenté de me voler tout ce que je possédais et de me laisser à la rue. Mon gendre a fabriqué de faux documents et m'a menacé de chantage. Ils m'ont montré exactement qui ils étaient quand ils pensaient que j'étais impuissante à les arrêter. « Mais il reste ta famille, » objecta Sarah. « Non, il reste seulement mon ADN. La vraie famille, ce sont ceux qui te protègent quand tu es vulnérable, pas ceux qui exploitent ta faiblesse pour en tirer profit. » Sarah referma son portefeuille, satisfaite de ma réponse. Et puis, ajoutai-je, regarde ce que je suis devenu en cessant de les laisser définir ma valeur. Après son départ, je traversais ma maison désormais, décorée selon mes goûts, organisée autour de mes priorités. Dans l'atelier, je découvris ma dernière toile, un autoportrait d'une femme debout sous une vive lumière. Son visage était tourné vers l'avenir. Elle n'avait rien à voir avec la veuve en deuil qui, 6 mois plus tôt, avait empaqueté sa vie dans 2 valises. Cette femme-là respirait la force, l'indépendance, l'assurance. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait compris que la meilleure revanche n'est pas de se venger, mais de devenir tout ce que tes ennemis n'auraient jamais cru possible. Dehors, le soleil se couchait derrière les arbres que j'avais plantés moi-même, sur une terre qui m'appartenait. Une propriété que j'avais défendue par mon intelligence et mon courage, et non héritée par mariage ou par naissance. Le lendemain, je continuerai à bâtir la vie que j'avais choisie, et non celle que d'autres avaient planifiée pour moi. Et si Victoria voulait renouer avec cette femme, il lui faudrait bien plus que des lettres de prison et des excuses creuses. Il lui faudrait une transformation complète, à la hauteur de la mienne. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à partager votre propre histoire dans les commentaires. Votre voix compte.